Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi d'être en votre compagnie pour cette nouvelle édition. Nous débuterons par la journée mondiale des océans que l'on célèbre chaque année le 8 juin depuis 1992. À cette occasion, une opération a été mise en place avec près d'une quarantaine d'usagers et de passionnés de la mer en principauté. Une réunion d'échange sur l'observation de la protection de la faune marine. Vous verrez comment vous pourrez, vous aussi, apporter votre contribution en termes d'observation. Pour développer tout cela, nous serons avec le chef du service aquarium du musée océanographique. Vous écouterez, toujours dans le cadre de cette journée des océans, la présidente de l'association Let's Free the Sea, qui a pour objectif de mettre en place des projets afin de sauvegarder l'environnement marin à travers notamment la sensibilisation des plus jeunes. Nous reviendrons sur une success story monégasque, celle de Banana Moon, créée en 1984, et nous verrons avec un de ses cofondateurs comment l'entreprise spécialisée dans les maillots de bain a traversé la crise. Nous vous présenterons une nouvelle association qui s'appelle We Are Making Moments. L'objectif, créer des rassemblements autour de la culture sous toutes ses formes. Et enfin, votre Focus Info sera consacré aujourd'hui à la nouvelle chef du Monte Carlo Beach, ainsi que sur le potager situé sur les hauteurs de Roquebrune où se fournit Manon Fleury. Mais avant cela, comme je viens de vous le dire, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des océans, direction le musée océanographique pour discuter avec le chef du service aquarium, Olivier Brunel. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous? C'est une simple journée de plus ou c'est plus important que ça? Alors évidemment pour nous c'est une journée importante puisque voilà, notre métier c'est l'océan, donc c'est un petit peu la journée, une des journées les plus importantes de l'année pour nous. Et puisque l'on célèbre la journée des océans, comment se porte-t-il? Quel est le constat? Alors le constat évidemment on ne peut pas nier qu'il est plutôt inquiétant aujourd'hui. Après c'est vrai que nous on essaie vraiment de se focaliser sur le positif, voir ce qui est possible de faire. Il y a énormément d'initiatives qui sont engagées un petit peu partout sur la planète pour préserver les océans. Donc voilà, nous on essaye vraiment de pousser dans ce sens en disant voilà, il est sûrement pas trop tard et agissons maintenant pour sauver les océans. Aujourd'hui, vous avez réuni les acteurs du monde marin pour la deuxième année. Qui sont-ils et quel en était l'objectif? En fait, c'est vraiment très, très vaste et très large. Le maximum de gens qui vont sur l'eau, que ce soit leur métier ou que ce soit pour le loisir. Et l'objectif, en fait, pour nous, c'est un petit peu de lancer quelque chose d'assez nouveau pour le musée océanographique qui concerne les sciences participatives. En fait, c'est de mettre à profit toutes ces heures passées en mer par ces différentes personnes qui observent régulièrement des animaux marins, qui sont en fait nos yeux, en gros, sur l'eau. Il y a déjà eu une première édition, c'est en 2019 à l'occasion de l'ouverture du Centre monégasque de soins des espèces marines, du musée océanographique. Exactement. Qu'est-ce que l'on a pu constater? Qu'est-ce que les personnes qui étaient en mer ont pu vous rapporter en 2019 comme information? Alors en 2019, on n'a pas réussi à lancer vraiment de grandes actions dans ce sens-là, mais l'année dernière, on a travaillé vraiment en collaboration. Oui, ça s'est prolongé, oui. Voilà, l'été dernier, on a travaillé en collaboration avec la Fédération de pêche amateur, qui passent beaucoup de temps en mer, qui ont des programmes de marquage du thon rouge notamment, et qui ont clairement un œil avisé. Eux, c'est pas vraiment des amateurs, on va dire que c'est quand même des semi-professionnels, en tout cas avertis. Et donc on a travaillé beaucoup avec eux et ils nous ont fait remonter énormément d'observations. Nous, on s'est vraiment focalisé sur les tortues marines et on a eu plus de 120 observations de tortues marines l'été dernier. Et donc on a pu analyser toutes ces données, voir un petit peu, on leur avait demandé de noter la taille des individus, s'ils se promenaient tout seuls ou en groupe, la position GPS. Donc voilà, on a pu faire un point sérieux avec eux là-dessus. Que peut-on faire à notre niveau? Admettons que j'ai un bateau, qu'est-ce que je peux faire en mer? Vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Ops en mer, qui est très simple d'utilisation et qui est très puissante, qui est l'application la plus utilisée en fait en France et sur le littoral. Et en fait, voilà, vous vous loguez, vous téléchargez cette application et ensuite il suffit avec votre téléphone, vous déclenchez l'application et vous pouvez renseigner tout de suite ce que vous voyez, faire une photo, envoyer les points GPS, dire s'ils sont tout seuls, à 3, à 10. C'est très simple d'utilisation. Et en fait, nous, on a créé un compte spécifique sur Ops en mer et on peut récupérer du coup directement les données de tous les observateurs monégasques. Ça nous sert déjà pour le gouvernement à avoir des données voilà, de ce qui se passe dans les eaux territoriales. Ça sert aussi, après, c'est valorisé, en fait, c'est partagé à différents organismes. Alors si on prend l'exemple des tortues, on va partager ces données avec le réseau tortues marines de Méditerranée française, qui eux ont des programmes scientifiques liés à l'observation des tortues. Donc en fait on amène des données
en plus de ceux dont ils disposent déjà aujourd'hui. Ça participe à la connaissance globale des espèces. Et lorsque l'on voit par exemple des dauphins, quelle est l'attitude à avoir? On ne fonce pas dessus pour essayer de les toucher ou encore on n'attrape pas une tortue pour jouer avec, j'imagine. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en mer? C'est clair que c'est la première démarche, c'est surtout d'observer et pas de toucher. Surtout, on ne se baigne pas avec les animaux, on les observe mais on ne va pas dans l'eau, on ne les nourrit pas. Les tortues marines, on s'approche dans tous les cas, on s'approche tout doucement. On essaye de surtout pas les stresser, on arrive tout doucement et en fait, une tortue qui flotte, c'est pas forcément une tortue morte ou en détresse, c'est peut-être tout simplement une tortue qui se repose. Et donc en ce qui concerne les cétacés, c'est pareil, on a expliqué en fait que quand on s'approche de cétacés, on va se mettre de manière parallèle à leur route pour ne pas les gêner. Donc voilà, on s'approche dans la zone. Et il y a plein de règles qu'on a expliquées aux participants de la réunion pour voilà, les bonnes conduites, en fait, le nombre de bateaux qui restent dans la zone, la vitesse maximale, le temps maximal qu'on peut passer sur zone pour ne pas déranger les animaux. Un mot sur le centre monégasque de soins des espèces marines. Ce centre est basé au musée océanographique. C'est à l'initiative du musée donc, que vous avez fait cette réunion. Qu'est-ce que ce centre? À quoi sert-il et qu'est-ce que vous y faites? Il a une vocation à la fois de sensibilisation et d'action concrète sur le terrain. Donc la sensibilisation, ça passe par le bassin qui est derrière moi, où en fait on permet aux visiteurs de rencontrer notamment des tortues marines et donc de donner envie de les protéger. Ça, c'est notre partie médiation, sensibilisation. Et la partie action, en fait, on a plusieurs actions qui sont engagées avec le gouvernement ou avec des partenaires monégasques sur la protection de certaines espèces. Donc, par exemple, le gouvernement a lancé toute une campagne d'observation et de protection des grandes nacres qui ont disparu en principauté comme dans la majorité de la Méditerranée. Donc ça, on est impliqué dans ces projets-là. On a un projet également avec la Fondation Prince Albert II sur l'étude et la protection des hippocampes. Et le centre de soins, en fait, est un outil à disposition du gouvernement pour mener à bien ces projets. Olivier Brunel, merci. Merci à vous. La Journée mondiale des océans, c'est aussi l'occasion de découvrir une toute nouvelle association, Let's Free the Sea, une organisation activiste qui a pour objectif de mettre en place des projets concrets afin de sauvegarder l'environnement marin. L'idée centrale étant de répondre aux besoins écologiques et de sensibiliser les plus jeunes. Je vous propose d'écouter la présidente de l'association, Valentina Agnesi, au micro de Vanessa Dessy. Le but de Let's Free the Sea est bien sûr la protection de l'environnement de l'océan à travers des actions concrètes, donc des nettoyages des fonds marins, des plages et des côtes, mais aussi de sensibiliser et éduquer. Car je pense que si on veut voir un futur bleu et si on veut retrouver la mer cristalline qu'on était habitué, on peut dire, à retrouver quand on était enfant, il faut communiquer, il faut passer un message. Donc, Let's Free the Sea ne s'occupe pas seulement des actions concrètes, mais aussi j'ai développé un programme pour les enfants que je suis toujours ravie de partager avec les enfants, les jeunes des écoles, où en fait j'explique bien sûr les effets des déchets sur la santé de la planète, mais sur la santé humaine aussi. Et sachez que cette association prépare un événement le 27 juin prochain, Sea Angels Day, une journée tournée vers la protection de l'environnement. Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. On passe au point info avec vous, Christine Datomel, mais on ne referme pas cette page consacrée à la Journée mondiale des océans. Le prince Régnier disait « L'avenir de Monaco est en mer ». C'est pourquoi, depuis 2012, le Yacht Club de Monaco encourage toutes les initiatives au service de la sauvegarde de l'environnement marin. Le Monaco Energy Boat Challenge qui prône l'ingénierie et la créativité de la nouvelle génération au service du développement des yachts éco-responsables se tiendra du 6 au 10 juillet. Alors, autre initiative en faveur toujours des océans mise en place par le Yacht Club, le Sea Index, l'indice de référence pour évaluer les émissions de CO2 des super yachts. Et enfin, le Smart Yachting and Marina se tiendra le 20 septembre prochain, l'occasion de faire escale dans des infrastructures éco-responsables. Toujours dans les démarches environnementales, dans le domaine maritime, la mission pour la transition énergétique a organisé une nouvelle rencontre dédiée cette fois au yachting en principauté. Oui, le secteur du yachting omniprésent à Monaco est en pleine mutation. Les réglementations et la demande de la clientèle évoluent. Et à l'occasion de la Journée mondiale des océans, les entreprises du secteur, signataires du pacte national pour la transition énergétique, ont pris la parole. Lors d'une rencontre, ils ont pu présenter leurs actions phares en termes de transition énergétique et de réduction des gaz à effet de serre.
Passons à présent à cette conférence ministérielle du Conseil de l'Europe à laquelle participera Monaco les 10 et 11 juin prochains. Intelligence artificielle d'une politique intelligente, une conférence dont le principal objet sera de faire adopter différentes résolutions portant sur la liberté d'expression et les technologies d'information ou encore l'impact de la pandémie Covid-19 sur la liberté d'expression. Dans le cadre de cette visioconférence, une réunion d'environ 300 participants, une table ronde réservée aux ministres et aux secrétaires d'État en charge du numérique et des médias est prévue le 11 juin. 25 ministres ont déjà confirmé leur participation. Frédéric Genta représentera bien sûr la principauté. Le président du Conseil national, Stéphane Valéry, accompagné d'une délégation, s'est rendu ce lundi 7 juin à l'espace d'accueil de la vaccination. Alors que le taux d'incidence, Fabien, recule considérablement et que la vaccination progresse jour après jour en étant ouverte à tous les volontaires de plus de 18 ans, avec près de 50% de la population résidente vaccinée. Cette visite a été l'occasion de féliciter l'ensemble des équipes mobilisées pour leurs actions. L'allègement progressif des mesures sanitaires est rendu possible grâce à la mobilisation et au sens des responsabilités de chacun. À ce titre, le Conseil national recommande aux résidents de se faire vacciner pour parvenir au plus vite à la reprise durable d'une vie plus normale. Et puis Christina, quels sont les chiffres relatifs au dépistage cette semaine? Alors du 31 mai au 6 juin dernier, il a été réalisé 2904 tests PCR et antigéniques sur des patients résidents et non résidents et il a été enregistré un taux de positivité de 0,55%. Hier soir, aucun cas positif de la Covid-19 n'a été révélé. Le bilan sanitaire de la principauté s'élevait donc à 2508 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire. Merci Christina, on vous retrouve dans quelques instants pour la suite de l'actualité en bref. C'est une véritable success story monégasque, une entreprise qui rayonne à travers le monde depuis les années 80. Les beaux jours arrivant, nous sommes dans la grosse période de leur activité. Il suffit de prononcer le nom de l'entreprise pour se sentir en vacances au bord de l'eau. Nous sommes avec un des cofondateurs de Banana Moon. Bernard Donati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Banana Moon. Alors première question, avec la crise sanitaire, comment se porte Banana Moon ? Eh bien écoutez, ça va, on s'en est pas mal tiré grâce à un travail important que nous avons réalisé, mais il est vrai que la crise sanitaire est arrivée au pire moment de notre cycle d'activité, puisqu'elle est arrivée au mois de mars pour les confinements, et nous étions à 110% de nos stocks pleins, puisque bien évidemment, comme notre activité principale est une activité estivale, nous avions nos entrepôts complètement à ras-bord de marchandises, prêtes à être livrées. Quelques clients avaient déjà été livrés, mais bien évidemment, tous les autres ont refusé la marchandise ou ont négocié ou ont pu annuler des commandes. Et donc ça a provoqué vraiment un grand cataclysme dans notre activité, vraiment une grosse rupture. Et de façon générale, comment se porte l'industrie du maillot? Pareil, beaucoup de difficultés pour les concurrents aussi? Beaucoup plus, très certainement, pour les concurrents qui fabriquent en Chine. Nous, on a la chance d'avoir une culture de production locale, voire proche, méditerranéenne, on va dire. Et donc, du coup, on s'en est mieux tiré que certains, bien évidemment. Et pendant la crise sanitaire, vous vous êtes réinventé, hein, vous avez retroussé vos manches puisque vous avez confectionné des masques pour la principauté. Nous avions ici notre personnel qui se retrouvait à ne plus pouvoir rien faire et une demande de masques importante. Donc, avec le gouvernement, on a trouvé des matières spécifiques pour cette production et on s'est mis à produire des masques. Et ainsi, notre atelier, au lieu de fabriquer des maillots de bain, eh bien, il a fabriqué des masques sanitaires, oui. On est d'accord, Banana Moon, c'est une success story monégasque, hein ? Les cofondateurs, Madame et Monsieur Flacher, sont monégasques. Moi-même, je suis enfant du pays. Nous avons créé ça dans les années 80, au début des années 80. Ça a été le fruit d'une rencontre entre Monsieur Flacher, Madame Flacher et moi-même avec une styliste californienne, un besoin que nous entendions autour de notre entourage, un besoin de maillot de bain. Et du coup, on s'est dit, tiens, c'est une filière qu'il faut peut-être
exploiter. Puis voilà, comme tout le monde, dans un garage. Et puis, on a grandi dans les locaux. Nous sommes actuellement dans des locaux des domaines. Et aujourd'hui, qu'est-ce que représente Banana Moon à travers le monde? Au niveau français, nous sommes parmi les leaders du secteur. Au niveau mondial, on est quand même bien implanté aux États-Unis et dans pas mal d'autres pays, tout l'arc Caraïbe, Pacifique également. Nous commençons à bien travailler dans les pays nordiques et pays de l'Est un peu moins. Et puis après, Espagne, Italie, Grèce, Belgique, Angleterre, tout ça, ce sont des marchés, Allemagne. Ce sont des marchés très intéressants pour nous. Ça représente combien? Vous avez une idée du nombre de points de vente peut-être à travers le monde? On peut se situer autour des 2000 points de vente. Au fil des années, le maillot de bain, vous êtes d'accord avec moi, est devenu un véritable accessoire? Ah oui, un véritable accessoire qui est en début de saison, il y a une très forte demande en début de saison du maillot de bain et tout au long de la saison d'ailleurs, les coups de cœur des vacanciers, etc. font que c'est un produit, oui, très demandé et à partir du moment où il y a une personnalité importante, comment dire, une patte, une image, un ADN fort, le produit est fortement demandé, oui. Et quelle est la tendance actuelle, justement? C'est plutôt un maillot une pièce, un bikini, un trikini, c'est de la couleur, c'est soft? Le 2 pièces, c'est toujours d'actualité. Au niveau des couleurs, il y a tout, des imprimés, il y a énormément d'imprimés, il y a énormément de couleurs unies, des effets de matière, des décorations, des perles, des petits bijoux. Quels sont vos projets avec Banana Moon? Le confinement et la crise sanitaire de 2020 et là de début 2021 nous a fait constater que la distribution par Internet devenait à fort potentiel du côté du consommateur, mais également du côté du distributeur. Ils ont besoin d'outils pour pouvoir développer, visiter nos collections et développer leurs achats de manière plus numérique. Donc, numérique. Donc, qu'est-ce que nous avons fait grâce aux aides du gouvernement qui, entre parenthèses, nous ont énormément aidés en début d'année 2020 lors de la crise, et qui continuent à nous aider aujourd'hui grâce au Fonds bleu. Le Fonds bleu, nous les avons sollicités pour créer des applications mobiles pour notre site internet vis-à-vis du consommateur, mais également des applications B2B pour nos acheteurs étrangers. Ça, c'est le point le plus important pour essayer de capter une clientèle étrangère qui se retrouve un peu coincée et qui donc a des difficultés pour visionner des collections. Voilà, Banana Moon est rentré dans l'ère numérique. Bernard Donati, merci. Impératif. C'est impératif. Bernard Donati, merci. Merci à vous. La direction des affaires culturelles met à disposition pour 1 an un atelier situé sur le quai Antoine Ier. Les nouveaux locataires viennent de prendre leur quartier. Ils sont 3, ont la vingtaine et sont nés à Monaco. Ils ont fondé l'association il y a moins d'1 an, We Are Making Moments, pour se rassembler autour de la culture et des arts. Alexandra Pagny, on vous retrouve en compagnie de 2 des fondateurs. Et je me trouve justement à l'entrée de ce studio où Adrien m'attend. Bonjour Adrien, merci de nous recevoir ici. Qu'est-ce qui se passe alors dans ce lieu un peu atypique? Alors il se passe plein de choses. On a monté une association qui s'appelle WAM, We Are Making Moments, où le but c'est justement ça, de créer des bons moments de partage, de reconnexion, un peu de joie après cette période un peu particulière. Du coup on combine plusieurs types d'art, donc le art plastique et musique. On essaie vraiment de combiner ces 2 arts ensemble, avec trouver un sens vraiment à pourquoi on fait ça, et promouvoir les artistes aussi bien locaux qu'internationaux. Vous êtes 3 justement, c'est ça, dans cette association? Voilà, on est 3, donc Camille Van Claveren qui n'a pas pu être là, Maxime Sio, art plasticien, et moi-même. Bonjour. Maxime, vous êtes la partie plastique, on peut dire. Exactement. Ouais, moi, Comment ça se traduit? Donc moi je travaille sur plusieurs types de supports, aussi bien le bois que les arts un peu plus graphiques. Et du coup l'objectif c'est un petit peu d'aller chercher différents artistes locaux et internationaux pour faire bouger un peu la culture locale et monégasque, quoi.
La partie concert, donc Adrien, comment est-ce que ça se traduit? Alors les concerts, c'est juste une partie de tout notre concept, de tout notre projet WAM. Du coup, on a des concerts un peu particuliers, on essaie de faire des concerts assez uniques dans la ville, donc dans des lieux assez historiques comme le Fort Antoine ce week-end. On va essayer de faire ça au Jardin Japonais ou dans des lieux un petit peu particuliers. Pour l'instant, c'est un petit peu, pas secret, mais en cours, on va dire. On a beaucoup voyagé, beaucoup joué à droite à gauche. Ça nous a permis de rencontrer plein d'artistes extraordinaires. Et du coup, voilà, on les reçoit ici, ils peuvent produire, on essaie de jouer avec des artistes locaux qui viennent enregistrer des samples de guitare, des voix. Donc s'il y a n'importe qui veut venir jouer, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on enregistre, on crée des concerts, on jamme tous ensemble. Enfin, c'est juste un lieu de partage et de convivialité. On fait l'appel donc aux talents monégasques qui voudraient venir vous rejoindre, c'est bien ça. Avec grand plaisir. Et bon, on va suivre ça de plus près. Et si vous souhaitez assister à leur prochain concert ou exposition, vous pouvez les suivre sur leur page Instagram ou leur site internet wearemakingmoments.com. On vous retrouve Christina Tomel pour le reste de l'actualité sportive, avec de beaux résultats pour les athlètes monégasques qui ont participé aux Jeux des petits États d'Europe, notamment Théo Andan. Oui, Théo Andan a décroché la médaille d'argent aux 400 mètres lors des championnats d'athlétisme des petits États d'Europe. Privé des mondiaux de relais avec l'équipe de France à cause d'une blessure, le licencié de l'AS Monaco Athlétisme a brillé à Saint-Marin pour son retour à la compétition. Prochain objectif, les championnats de France élite pour espérer se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo dans le relais 4x400 français. Chez les femmes, Marie-Charlotte Gastaud termine à la 7e place. En relais suédois, le relais féminin termine à la 5e place et le relais masculin finit quant à lui au pied du podium, 4e. À gymnastique, 4 groupes représenteront Monaco au championnat de France élite. Oui, 2 groupes monégasques et 2 groupes en équipe de France participeront au championnat de France en gymnastique acrobatique les 12 et 13 juin prochains au Pont-de-Cé, 10 jours avant le départ pour les championnats du monde de Genève qui étaient à l'origine prévus en 2020. Un grand retour donc à la compétition pour les jeunes gymnastes du Féminasport de Monaco. Avis à présent à tous les amoureux du rugby. Une jauge, Fabien, de 5000 spectateurs est prévue pour l'accueil du public les samedis 19 et dimanche 20 juin à l'occasion du World Rugby Sevens repêchage. La billetterie en ligne est ouverte sur le web www.monaco-rugby.com ainsi qu'au Stade Louis II du mardi au vendredi de 10h à 14h et de 16h à 19h. Le samedi 12 juin de 10h à 13h. Le samedi 19 juin de 8h30 à 16h et puis le dimanche 20 juin de 10h à 16h. Une nouvelle chef dans les cuisines du Monte Carlo Beach. Vous en saurez plus grâce à ce Focus Info sur Manon Fleury. Au menu également, un volet sur les hauteurs de Roquebrune pour découvrir les potagers qui alimentent entre autres les cuisines du restaurant L'Elsa. Reportage d'un trio féminin qui s'est rendu sur place, Sandrine Nègre, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud. Elle est le nouveau visage des cuisines de l'Elsa, l'un des restaurants du Monte Carlo Beach. Première étoilée 100% bio, Manon Fleury affiche un parcours marqué par un engagement et des convictions comme celle-ci. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est un oignon farci qui a été farci avec des légumes. Donc là, vous voyez, je fais une petite entame. J'enlève le cœur de l'oignon qu'on va garder et dont on va se servir plus tard. Et donc cet oignon farci, dedans il y a des légumes et il y a aussi des foies de pintade. Et en fait cet oignon farci il accompagne un plat à base de pintade. Le zéro déchet aujourd'hui, ça devient quelque chose qui est à la mode, mais finalement ça fait partie du bon sens. Je parle souvent de bon sens en cuisine, mais c'est essayer de valoriser. On utilise des produits qui sont de très bonne qualité, qui ont été élevés, en tout cas qu'on poussé dans des très bonnes conditions par des gens avec cœur et avec beaucoup d'énergie. Donc on essaie de jeter le moins possible et donc de valoriser ce qu'on a l'habitude de jeter à la poubelle de manière un peu automatique. Et la cuisine française, souvent, dans des soucis techniques, de vouloir démontrer, a oublié d'essayer de recycler certains éléments de certaines recettes. Et donc c'est pour essayer de trouver une espèce aussi de cercle vertueux dans la cuisine et qu'une épluchure ou une cosse de petits pois peut être aussi valorisée que le petit pois lui-même.
Monaco vient donc de s'ajouter à sa liste. Diplômée de l'école hôtelière Ferrandi, elle travaille aux côtés de chefs comme Alexandre Couillon, Pascal Barbeau, avant de rejoindre le Blue Hill à New York, connu pour son côté de la ferme à la table. Elle revient ensuite dans l'Hexagone où elle prend les rênes du Mermoz à Paris. Désormais, la Méditerranée et la Principauté feront partie de son CV. C'est une place gastronomique, il y a beaucoup d'hommes, il y a très peu de femmes, donc je crois que c'est aujourd'hui, il y a un enjeu en tout cas de s'installer aujourd'hui à Monaco et surtout dans ce superbe endroit qui est le Monte Carlo Beach et le Elsa en particulier, qui est le restaurant où j'ai pris la place de chef, Quels sont, j'allais dire peut-être, voilà, les atouts, les touches particulières de votre cuisine ? Alors je crois qu'elle est majoritairement végétale, non pas parce que c'est déjà une question de goût, et puis ensuite il y a une question écologique. Pour moi aujourd'hui il faut diminuer la protéine dans les repas, il faut qu'elle soit presque secondaire. Moi je dis souvent que j'aimerais qu'elle devienne presque comme un condiment par rapport à la quantité de végétal qu'on va venir mettre dans l'assiette. Et ensuite, je pense que ce qui est assez drôle, c'est qu'avant de venir ici, on m'a souvent dit que ma cuisine était assez tournée vers la Méditerranée. Et je crois que ça arrive presque comme une évidence que j'arrive ici. Manon Fleury, cela ne vous aura pas échappé, est une femme à la tête de l'Elsa qui fait partie du Monte Carlo Beach, établissement de la SBM, lui-même dirigé par une femme. J'ai fait ce choix, ça faisait longtemps que ça me travaillait, je voulais une femme, je voulais une approche différente, plus sensible, différente carrément, du produit. On reste dans notre sillon 100% bio. Dans notre démarche éco-responsable. Avant tout quand même, c'est que c'est très bon ce qu'elle fait. Oui. Hein, un chef, c'est fait pour vous régaler. Donc on a fait un casting, Manon était dans les 3 finalistes, oui. Toutes les 3 étaient merveilleuses. Et ce qui a fait la différence, c'est son approche green, définitivement. Le plaisir des papilles est naturellement associé ici à un autre plaisir, celui des yeux. Les vues sont superbes. Comme son nom l'indique, le Monte Carlo Beach invite tout naturellement à la baignade. Pour le Monte Carlo Beach 2021, on a une très jolie plage, comme vous pouvez le voir. Comme elle était à l'origine de la construction du beach dans les années 28-29, la fin des années folles, qui est une vraie plage, non pas de sable fin mais de petits galets. Et on en est très heureux, ça change tout. Sous l'eau, une digue récifale à biodiversité positive. La nature est ici préservée, comme en témoigne la pointe de la Pinède, près de la Vigie, classée refuge LPO, Ligue pour la protection des oiseaux. Le Monte Carlo Beach s'est enrichi de nouveautés pour cet été 2021. Il sera ouvert jusqu'au 3 octobre. Nous le quittons, mais ne terminons pas pour autant ce Focus Info, car vous le saviez peut-être, ou pas, depuis plusieurs années, le Monte Carlo Beach a tissé des liens avec ses terres et potagers présents sur les hauteurs de Roquebrune-Cap-Martin. Rencontre avec de véritables passionnés. On a commencé à cultiver en 2011 et en 2013-14, on a commencé notre rapport avec le beach. Dans un premier temps, de façon très discrète, vraiment, parce qu'on était juste au début. Et maintenant, ça devient quelque chose d'un peu plus important parce que notre production, elle est destinée justement au beach et aux cuisines en général du beach, pas que Elsa. Donc on fait tomates, on fait courgettes, poivrons, artichauts, petits pois, fèves, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a des courants d'air qui arrivent de la mer. Il y a une protection naturelle ici derrière le Montagel, le Mont-Gros, qui permet aux intempéries, certaines intempéries qui sont à une hauteur de 600, 700, 800 mètres, de ne pas arriver là. Donc parfois à Ventimiglia il pleut, parfois à Nice il pleut, et là il y a toujours le soleil. Des boutons de capucine. Je peux cueillir, hein. Pas mal, hein. Ça pique. Ouais, ça remonte au nez. C'est comme le wasabi un peu. È vero. C'est une réelle satisfaction et justement, en fait, ça nous inspire parce que c'est vraiment comme ça qu'on construit notre travail. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a les capucines qui poussent là, mais pas très loin, vous voyez, il y a un citron qui pousse là, il y a la verveine. Et cette construction-là du jardin et de l'écosystème, on veut que ce soit
retranscrit dans l'assiette. Retranscrit dans l'assiette pour que tout le monde puisse savoir et comprendre comment les ingrédients qui composent les plats sont source d'inspiration et de créativité infinie. Passons à la météo. Quel temps fera-t-il demain ? Mercredi, le temps sera couvert malgré quelques éclaircies le matin. L'après-midi sera en grande partie nuageuse avec des orages et des averses. Du côté du thermomètre, il fera 18 degrés le matin et 25 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 5h46 et se couchera à 21h12. Demain, nous fêterons les Dianes. Diane, une sainte du XIIIe siècle qui a vécu du côté de Bologne en Italie. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 19h. Sachez d'ailleurs que nous reviendrons sur le coup de cœur des lycéens. C'est un prix littéraire organisé par la Fondation Prince-Pierre. Eh bien, les élèves viennent de rencontrer les auteurs sélectionnés. Ce sont vos photos du jour prises par Stéphane Dana. Portez-vous bien et à demain.